Ces trois petits gars nous ont manqué. Alors pas forcément dans les résultats, mais dans notre cœur, il y a eu un petit vide qui s'est créé. On a hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir apporter à ce FC Barcelone. Hâte de voir si un milieu de terrain type va pouvoir s'en dégager. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On retrouve très bientôt notre FC Barcelone. Et en plus de notre FC Barcelone, on retrouve trois petites têtes qui nous ont un tout petit peu manqué. Donc dans cette vidéo, on va parler de ces cas individuellement, puis voir ce qu'ensemble, ils vont pouvoir apporter au FC Barcelone, en commençant par Dani Olmo. Dani Olmo qui nous manque. Et je vais le dire honnêtement, je ne pensais pas qu'il allait manquer aussi vite au FC Barcelone. En effet, quand Dani Olmo arrive, on sait tous que c'est un joueur qui va apporter par sa qualité. Mais moi, je me dis, le garçon arrive, transfert de 60 millions, il arrive dans son ancien club de cœur, il va peut-être avoir la pression de vouloir trop bien faire. Et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Le gars arrive contre le Rayo Vallecano, dès les premières minutes, il apporte au FC Barcelone. Il a cette qualité technique, son envie de tout le temps aller vers le but, sa capacité d'être dans la verticalité, de prendre des risques également à la frappe et d'être vraiment bon dans le jeu collectif du Barça qu'il ressent et qu'il connaît par cœur, qu'il a su amener immédiatement. Et c'est un joueur qui, en fait, si on réfléchit bien, peut amener ce jeu très intéressant pour Flick parce qu'il a eu cette formation barcelonaise qui lui permet de s'adapter très bien au jeu du Barça, mais un petit peu une formation allemande de par son passage à Leipzig qui lui permet également de correspondre à cette vision un tout petit peu allemande qu'essaye de mettre en place Flick au FC Barcelone. Mais je ne m'attendais pas à que ce soit aussi rapide pour Dani Olmo et surtout, ce qui transpire autour de Dani Olmo, c'est un joueur qui est heureux, qui est épanoui. Je ne sais pas si vous ressentez ça également, mais quand on voit Dani Olmo, on sent qu'il est tranquille, qu'il est relâché, qu'il va prendre des risques parce qu'il est en totale confiance. Il joue avec le smile, il joue avec le sourire sur le terrain. Ses combinaisons sont majestueuses. Il est là avec ses coéquipiers, il kiffe. Et franchement, ça fait plaisir. Et il manque un tout petit peu au Barça. Alors pas forcément dans les résultats, puisqu'on l'a vu dans les résultats, le Barça continue à gagner. Mais cette petite créativité en plus, en tant que numéro 10 qu'on avait avec Dani Olmo, à certains moments, on avait envie qu'elle soit un tout petit peu plus présente face à certains adversaires. Alors ce qui va être intéressant autour de Dani Olmo, c'est aussi sa capacité d'être polyvalent un petit peu sur le terrain. Donc on l'a vu pour l'instant sur ce début de saison très numéro 10. Si on a à certains moments un Rafinha qui est un tout petit peu fatigué, Dani Olmo, je pense, a également la capacité de jouer dans ce demi-espace gaucher. Du coup, c'est intéressant de pouvoir jouer justement sur cette polyvalence et Dani Olmo, son retour, on l'attend avec impatience. Deuxième cas à étudier, celui de Fermín López, qu'on n'a pas beaucoup vu sous Flick, voire quasiment pas du tout sous Flick depuis le début de saison, mais on a quand même hâte qu'il revienne pour justement qu'il puisse montrer qu'il peut confirmer ce qu'il a fait l'année dernière. La vraie question autour de Fermín López, c'est peut-il confirmer la saison précédente? J'en ai un petit peu parlé dans la vidéo que j'avais fait sur les statuts qui vont changer cette année au FC Barcelone. Fermín López, l'année dernière, on n'en attendait rien. C'était un joueur un petit peu inconnu du serrage, qui jouait en Division 3 l'année précédente, qui n'était pas du tout prêt justement pour jouer au Barça dans l'équipe type de base si Xavi ne lui avait pas fait confiance. Xavi lui a fait confiance, il lui a bien rendu sur le terrain. Un joueur en capacité de marquer des buts, de faire des passes décisives, d'être à chaque fois intéressant quand il rentrait en jeu. De plus, il a gagné en visibilité à travers la toute fin de saison, appelé à l'Euro même s'il n'a pas beaucoup joué, appelé surtout aux Jeux Olympiques et là ça a été l'élément le plus important de cette sélection espagnole autour de ces Jeux Olympiques. Donc un joueur vraiment qui a plané sur cette saison 2023-2024, est-il capable encore de répondre présent? La question autour de Fermín López, c'est est-ce qu'il n'était pas en surperformance l'année dernière? On ne sait pas, on n'a pas de réponse. Est-ce que c'était son réel niveau et il va pouvoir s'améliorer de jour en jour par rapport à son âge, justement progresser d'année en année? Ou est-ce que c'est un joueur qui a un plafond de verre et ce qu'il nous a montré l'année dernière, c'était son maximum? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Et on attend justement de cette saison qu'elle puisse répondre à cette question. Est-ce que Fermín López va être un joueur dans l'histoire du FC Barcelone qui va être cantonné à un rôle de remplaçant? Est-ce qu'il va être cantonné à un rôle de super sub, super remplaçant? Ou est-ce que c'est un joueur qui peut réellement toquer à la porte pour être titulaire et dans le futur sera un titulaire en force du FC Barcelone? Ça va se jouer sur les saisons qui arrivent. Celle-ci est importante, la saison prochaine aussi va être importante pour une nouvelle fois confirmer. Après, ce qu'il a montré l'année dernière, c'était super. Et si on a un joueur du même calibre, bien évidemment qu'il va apporter au FC Barcelone. Encore une fois, dans cette idée de joueur de rupture. Joueur qui va tout le temps déjà se donner à 100% sur le terrain. Donc dans le pressing, etc., ça va être super important. Et un joueur qui a tout le temps la volonté d'aller et de se tourner vers le but. Également de prendre des risques. Et en ce sens, par rapport à son positionnement, ce qui va être intéressant autour de Fermín López, c'est de savoir où est-ce qu'il va jouer. Parce que souvent on dit Fermín López numéro 10, etc. Pour moi, il n'a pas forcément la qualité technique, la vision de jeu pour être un réel numéro 10. C'est pas un Dani Olmo, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est plus un joueur qui va vraiment être dans la rupture, un joueur qui va pouvoir
casser des lignes tout de suite, immédiatement, mais par un dribble, par une volonté d'être dans la verticalité plutôt que d'être un joueur de conservation et de contrôle. Et en ce sens, je trouve que Fermín López ressemble plus à un Rafinha et donc dans son positionnement, je le vois plus être utilisé comme un Rafinha dans un demi-espace. Alors demi-espace gauche ou demi-espace droit, à voir, mais je le vois vraiment dans cette utilisation et il sera super important pour la rotation. On va en parler juste après. Alors après, est-ce que le joueur également est en capacité, comme je l'ai dit au tout début, de progresser et donc de plus en plus de s'affirmer comme un numéro 10 et de s'améliorer quand il s'agit d'évoluer dans des petits espaces, quand il s'agit d'avoir une vraie vision de jeu? C'est ce qu'on verra aussi cette année. On a hâte, en tout cas, également de le voir. Et on finit bien évidemment, mesdames et messieurs, ce tour des joueurs par Gavi. Voilà, on était obligé de finir par celui qu'on attend, je pense, le plus sur ces trois cas-là. C'est Gavi qui nous manque énormément. On se souvient, sa blessure en novembre de l'année dernière, elle avait vraiment marqué un coup fort. Il y en avait eu beaucoup des blessures l'année dernière. Mais Gavi, quand c'est arrivé, je pense qu'on était tous abattus. On a vu blessure d'1 an, ça va être compliqué, les croisés, ça a fait mal. Ça a vraiment tapé fort sur la tête, c'était compliqué de s'en remettre. Mais le petit est de retour, le petit s'est donné à fond à l'entraînement. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on le voit courir, etc., s'exercer, se donner à fond pour revenir le plus vite possible. Et on est super content. Parce que tout d'abord, Gavi, c'est un joueur, c'est un très bon joueur de football. Des fois, on a tendance à l'oublier parce que souvent, il y a ce cliché de pitbull. Le mec va mettre la tête au lieu de mettre le pied pour faire un tacle, etc. Ce n'est pas du tout qu'un pitbull, Gavi. C'est un joueur qui a vraiment une très bonne qualité ballon entre les pieds. Alors, c'est pas forcément du calibre d'un Pedri, mais c'est juste en dessous. En plus de ça, c'est un joueur qui va t'apporter énormément sur le volet offensif, mais également sur le volet défensif. Et à côté de ça, il y a bien évidemment cette grinta. Cette idée que c'est un joueur, ça se voit, il transpire le FC Barcelone. Le mec aime ce club à la mort et forcément, ça joue sur nous, ça joue sur les supporters. On a un affect particulier pour ce type de joueurs qui vont se donner à 100% pour le maillot du FC Barcelone. Et on se dit, Gavi, il va faire toute sa carrière au Barça. À la limite, on se pose même pas de questions tant il aime ce club et tant il le montre sur le terrain. Et c'est ça un peu qui a fait en sorte qu'on soit vraiment triste quand on a vu ses blessures et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est super content de, pourquoi pas, le voir de nouveau sur le terrain. C'est parce que c'est un joueur qui ne rechigne pas à l'effort sur le terrain et ça va, je pense, énormément plaire à Flick. Flick qui a mis l'intensité comme critère numéro 1 de sélection pour les matchs. Oui, avec Gavi, il va être servi. Ce qui est très intéressant aussi autour de Gavi, par rapport aux deux joueurs d'avant, c'est que son poste, pour l'instant, il n'est pas vraiment désigné. On l'a dit, les deux autres, ils sont polyvalents, un tout petit peu. Mais ils restent un tout petit peu dans le même secteur du terrain. En revanche, Gavi, moi, je ne sais pas pour l'instant où est-ce que Flick il va vouloir le mettre. À tout moment, Flick, il le met 8, Flick, il le met pourquoi pas 10, Flick, il le met pourquoi pas dans le demi-espace, comme Xavi le faisait à tout petit moment quand il était l'entraîneur du FC Barcelone. Pourquoi pas même numéro 6. Alors ça, on y croit peut-être un tout petit peu moins, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse type par rapport à ce poste-là et Gavi, je pense, est en capacité d'évoluer dans beaucoup de postes. Donc franchement, j'ai hâte, parce que je ne sais pas, j'ai hâte de voir ce que Flick va faire avec Gavi. En revanche, cette hâte, il ne faut pas qu'elle prenne le pas justement sur la prise de risque autour de Gavi. Récemment, je vous ai demandé en sondage, est-ce qu'il doit justement avoir des minutes contre le Bayern Munich ou contre le Real Madrid? Et vous avez été dans les sondages très serrés, même s'il y a une petite majorité justement pour le laisser au repos sur ces matchs-là. Mais on voit que c'est une question quand même qui divise un petit peu les supporters du FC Barcelone. Moi, typiquement, je me mets dans le camp de pas prendre de risques. Alors bien évidemment, si on mène dans ces matchs-là 3-4-0 contre le Bayern ou le Real, bon, on va quand même se l'avouer, c'est pas quelque chose qui doit arriver normalement. Si tout se passe bien, ça doit être des matchs qui vont être serrés. Mais si ça se passe, oui, ok, il peut avoir des minutes de jeu. Si ça ne se passe pas, pour moi, c'est compliqué de voir un Gavi même rentrer en jeu. Imaginez, on gagne que 1-0 face au Bayern. Imaginez, on est mené 1-0 face au Bayern ou face au Real. Vous faites rentrer, vous, un Gavi sur les 30 dernières minutes. Des matchs à haute intensité. En sachant que le joueur, il est toujours à 100%. Gavi, tu peux pas lui dire rentre et vas-y, mets-toi à 70%, 75%. Gavi, il va rentrer le Classico, vous inquiétez pas, il va se faire un plaisir de rentrer, d'être à 100% s'il doit rentrer. Lui, il va pas du tout faire semblant. Mais justement, j'ai un peu peur de ça. Je me dis sur ces matchs-là, il va y avoir vraiment de l'intensité, une adversité. Faire rentrer Gavi, c'est un tout petit peu risqué. Vous m'auriez dit on joue à la maison, je sais même pas, contre le Betis Séville par exemple. Je vous dis ouais, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Même si on mène que 1-0, faites rentrer Gavi, il n'y a pas de problème. Là, match haute intensité, haute importance, va y avoir du contact, va y avoir des duels. Faire rentrer un Gavi qui va pas du tout mentir sur le terrain et pas du tout se cacher, je trouve ça un petit peu risqué, un tout petit peu risqué.
maintenant qu'on a examiné ces 3 cas-ci, on est pourquoi pas en mesure de se demander quel peut être le milieu que va justement aligner Flick avec le FC Barcelone. J'aurais pu faire une vidéo qui s'appelle quel milieu type va avoir le FC Barcelone avec le retour de ses blessés. Mais je pense que c'est compliqué finalement de le faire ce milieu type. Alors déjà, le mot type, il est un peu compliqué à comprendre. Est-ce que le mot type, ça veut dire dans les matchs importants, on va mettre ce milieu-là? Ou est-ce que le mot type, il veut dire tous les 3-4 jours, on va mettre ce milieu-ci? C'est quand même deux choses un tout petit peu différentes. Mais dans les deux cas, pour moi, c'est compliqué de le distinguer parce que le FC Barcelone a forcément des joueurs où il va y avoir des questions autour de leur capacité à enchaîner pour plein de raisons différentes, que ce soit le niveau, la forme physique ou la jeunesse. Si on avait un milieu, je sais pas, composé de Kimmich, Valverde, Declan Rice, des joueurs, on sait qu'ils sont en capacité d'enchaîner 50 matchs titulaires dans une saison et qui vont pas avoir de problème parce qu'ils ont le coffre, parce qu'ils ont l'expérience. Ok, là, il n'y a pas de problème. Là, je les fais jouer. À partir du moment où les joueurs que je vais vous citer du FC Barcelone, ils auront cette capacité, il n'y a pas de problème pour moi pour qu'ils jouent 40-50 matchs. Le problème, c'est que chaque cas au milieu de terrain a des petites problématiques. On commence par exemple par un Eric Garcia. Encore une fois, très bonne saison l'année dernière. Pour l'instant, ce qu'il montre avec le FC Barcelone, c'est très bien. A-t-il la capacité d'enchaîner tous les 3-4 jours des matchs avec des grands rendez-vous de la haute pression à ce niveau-ci? On n'a aucune réponse par rapport à ça, c'est un peu le flou. On peut enchaîner avec Casado. Casado, superbe saison l'année dernière avec l'AB, tout le monde était d'accord, c'était l'un des joueurs les plus importants de cet effectif-ci. Il arrive au Barça, il joue face à des équipes de première division. C'est pas la même intensité, c'est pas les mêmes duels, c'est pas les mêmes contacts. La capacité de jouer tous les 3-4 jours également, avoir des matchs de Ligue des Champions. Oui, il a été excellent l'année dernière. Est-il en capacité de répondre présent cette année avec de la continuité? On est aussi en droit de se dire qu'on n'a pas de réponse par rapport à ça. On peut enchaîner ensuite par un Pedri. Là, ça va être lié aux blessures. On le connaît, notre Pedri national, il a une capacité à se blesser assez souvent. Pour l'instant, on retrouve un Pedri à 100%, c'est génial. Mais on n'est pas en capacité non plus de lui faire jouer 50 matchs dans la saison. Parce qu'on sait que pour l'instant, c'est un joueur qui est amené à être blessé s'il enchaîne trop. On peut passer à un Frenkie de Jong, un petit peu lié également aux blessures. L'année dernière, 2 blessures. Là, il est revenu d'une blessure à la cheville. Personne ne sait s'il est vraiment rétabli à 100%. Personne ne sait si justement il va être en capacité de retrouver son réel niveau sans passer par des opérations. Personne ne sait dans quel rôle réellement aussi il va être mis dans ce FC Barcelone. Il y a des questions autour de Frenkie de Jong. On n'est pas certain de ce cas-ci. Le cas Gavi, je viens d'en parler. Le mec a une blessure d'1 an. Il va falloir être ultra patient avec ce joueur-ci. Il y a des personnes qui me disent ouais, 1 mois, 2 mois pour Gavi, regardez là il est à 100%. Non, Gavi, moi, limite, je vais vous le dire, je sais que certains ne vont pas être d'accord, si il est prêt que la saison prochaine avec la préparation qu'on aura eu l'été, moi je l'accepte, il n'y a pas de problème. S'il faut prendre quasiment une saison pour que Gavi se rétablisse à 100%, il n'y a pas de problème. Je préfère prendre une saison plutôt que le voir rechuter aussi vite. Mais du coup, on n'a pas de certitude sur le cas Gavi. Le cas Fermin Lopez, joueur de retour de blessure, est-il capacité de répondre présent une 2e année consécutive? On vient d'en parler, il y a aussi un gros point d'interrogation sur ce cas-ci. Pablo Torre, on l'a vu, il n'est pas capable d'enchaîner les 90 minutes, il n'est pas capable d'enchaîner, je pense, des matchs tous les 3-4 jours. Dani Olmo, ça on le sait également, abonné aux blessures, et il l'a encore montré cette saison. Est-il en capacité de faire 50 matchs titulaires au FC Barcelone? Je ne suis pas sûr. Donc vous voyez, tous les cas au milieu de terrain ont des points d'interrogation. Le jour où il n'y en aura plus, le jour où Pedri, au niveau du coffre, il sera à 100% sur plein de matchs d'affilée. Le jour où Gavi, il sera de retour à 100%, ok. Le jour où De Jong, il sera de retour à 100%, pas de problème. Là, on aura des réels joueurs types et là, je pourrais vous faire un milieu type. Comme en attaque, il y a un Lamine Yamal, c'est sûr. Il y a un Lewandowski, c'est sûr. En défense, il y a un Koundé. En défense, il y a un Koubarsi. C'est des choses qui sont sûres. C'est l'ossature. Au milieu de terrain, c'est un petit peu plus compliqué parce que les cas qu'on a, il y a toujours des points d'interrogation au-dessus de leur tête. Mais même s'il y a ces points d'interrogation, le côté positif, c'est que chacun de ces joueurs a une certaine polyvalence. On l'a vu typiquement avec Dani Olmo, on en a parlé avec Fermin Lopez, avec Gavi, même Frenkie de Jong a une polyvalence, Pedri est en capacité de jouer numéro 8, numéro 10, chaque joueur peut être utilisé à différents endroits du terrain. Et ce qui va être intéressant pour Flick, c'est que oui, ces joueurs ont des fragilités qui sont différentes les unes des autres, mais il y en a plusieurs, il y en a plein. Du coup, si à un moment il y a un petit doute, hop, j'en place un autre. Et ça va être le luxe que va avoir Flick justement, c'est qu'il va avoir plein de cordes à son arc pour mettre plein de dispositifs différents. Et même par rapport aux adversaires qu'on va affronter, le style de jeu de notre adversaire, hop, là ça va être plus préférable de mettre un Frenkie de Jong. Plus préférable, pourquoi pas, de mettre un Gavi sur ce match-ci. Il va avoir un large choix, un large panel pour justement répondre aux besoins qu'il y aura au moment précis pour le FC Barcelone. Et ça, c'est une grande chance. Alors oui, on n'a pas forcément de milieu type, mais on a plein de cordes à notre arc.
Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à vous dire sur le milieu du FC Barcelone, surtout sur le retour de ces 3 joueurs-ci qu'on attend avec impatience. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on a hâte qu'ils soient de retour qu'il ne faut pas être patient. Il va falloir être patient et pas tout de suite les mettre en difficulté dans des matchs à haute intensité. Tranquillement, mollo, leur retour. Mais en tout cas, ça fait réellement plaisir de voir qu'ils sont là et qu'on a un large choix au milieu de terrain. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez justement du milieu actuel du FC Barcelone, ce qu'on pourrait mettre en place. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ciao.